Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre édition de 13h sur Girl Afrique Média. À la une, des avancées notables sont signalées dans la discussion entre les délégués du gouvernement congolais et les représentants de la rébellion de l'AFC M23. Sous la médiation du Qatar, les négociations semblent progresser favorablement vers la signature d'un accord. Toujours à la une nouvelle attaque des présumés miliciens de la Codeco a frappé la localité de Tsotso à 40 km au nord de Bunia, territoire de Djougou en Ituri. L'attaque a fait au moins 4 morts et 3 blessés selon la société civile locale. Et puis, le Rwanda ne présidera pas la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. La décision a été prise en raison du soutien présumé de Kigali à la rébellion du M23 AFC, accusée de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal par la diplomatie. Des avancées notables sont signalées dans la discussion entre les délégués du gouvernement congolais et les représentants de la rébellion de l'AFC M23. Sous la médiation du Qatar, les négociations semblent progresser favorablement vers la signature d'un accord visant à rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. À Doha, au Qatar, les négociations cruciales se poursuivent entre les gouvernements congolais et la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. Sous la médiation qatari, les discussions semblent progresser vers un accord de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Après une période d'incertitude, les deux parties abordent désormais les questions fondamentales du conflit. Une proposition qatari est sur la table, incitant les délégations à consulter leurs dirigeants. Les États-Unis et l'Union africaine soutiennent activement les processus, reconnaissant les progrès réalisés. L'objectif, s'attaquer aux causes profondes du conflit de manière constructive. Mais pendant que les négociations se poursuivent, la situation sur le terrain reste alarmante. Médecins Sans Frontières tire la sonnette d'alarme face à l'afflux massif de déplacés via les combats entre les M23 et les groupes armés locaux. La cité de Bambo est au bord de l'asphyxie. La signature d'une trêve en avril dernier avait suscité l'espoir. Reste à savoir si les négociations à Doha pourront se traduire par une paix concrète et durable pour les populations de l'Est du Congo. Kinshasa a exprimé sa vive préoccupation face à une tendance jugée inquiétante, celle de se retirer des traités ou de bloquer des processus dès qu'une exigence de redevabilité est évoquée. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo dénonce dans une posture tolérée trop longtemps qui mène à des accords sans durabilité. La République démocratique du Congo tire la sonnette d'alarme face à une tendance qu'elle juge dangereuse, le retrait opportuniste des traités et les blocages de processus dès que la question de la redevabilité est soulevée. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères dénonce une posture tolérée trop longtemps qui a mené à des accords sans redevabilité, donc sans durabilité. Cette réaction intervient dans un contexte tendu marqué par l'annonce du retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Kinshasa rappelle que les différends avec Kigali est alimenté par des actes d'agression dénoncés, notamment par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige les retraits immédiats des forces armées rwandaises. Selon la RDC, ces actions violent l'article 34 du traité révisé de la CEAC, interdisant tout recours à la force entre États membres. Un instrument juridique s'applique dans son intégralité où il perd toute portée, insiste Kinshasa, soulignant son engagement envers le processus de paix en cours sous l'égide de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Le ministère congolais est clair. Participer à un processus de paix ne saurait signifier effacement du passé ni immunité pour des crimes graves. Il lance un appel pressant aux institutions régionales et internationales pour qu'elles réaffirment par des actes concrets leur attachement à la légalité, à la responsabilité et à l'intégralité territoriale des États. La RDC insiste sur la nécessité de ne pas laisser l'impunité prévaloir et de garantir que les violations du droit international soient tenues responsables. Le territoire de Lubero de la province du Nord Kivu est le théâtre d'une forte augmentation des violences contre les civils. Selon l'organisation ACLED, le mois de mai 2025 a été marqué par une série d'attaques attribuées aux forces démocratiques alliées à l'UF. Ces attaques ont ciblé la population civile et ont causé la mort d'au moins 60 personnes. Reportage.
Le territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu est le théâtre d'une escalade alarmante de la violence contre les civils depuis le mois de mai 2025. Selon les données de l'organisation ACLED, les forces démocratiques alliées ADF ont intensifié leurs attaques, ciblant directement la population civile et faisant au moins 60 morts. Une douzaine d'incidents violents ont été recensés en mai, incluant des pillages systématiques et des incendies de biens civils. L'attaque la plus meurtrière s'est produite le 8 mai dans le secteur de Babili, où l'on dénombre au moins 18 civils tués. Cette tragédie a provoqué des déplacements massifs des populations, exacerbant une crise humanitaire déjà précaire. Lubero est devenu un épicentre de la violence ADF depuis juillet 2024. Plus récemment, en 2025, le territoire est également la zone la plus septentrionale touchée par l'avancée des rebelles du M23. Cette progression a contraint les forces armées de la RDC et les groupes armés alliés à redéployer leurs forces sur d'autres fronts, faisant des zones vulnérables et moins sécurisées. L'ADF profite de ces vides sécuritaires pour étendre son influence et intensifier ses opérations. Le groupe ADF Opéra à Lubero est dirigé depuis mi-2024 par Ahmad Mahmoud Hassan alias Abouakassi, un ressortissant tanzanien connu pour sa présence active sur les canaux médiatiques de l'ADF. Abouakassi est un expert en fabrication d'explosifs et a orchestré plusieurs attaques particulièrement meurtrières. Sous son commandement, le camp de Lubero est devenu le plus meurtrier pour les civils en 2025, concentrant à lui seul plus de la moitié des décès civils attribués à l'ADF cette année, selon les données d'ACLED. Cette concentration de la violence souligne la nécessité urgente d'une intervention ciblée pour protéger les populations civiles et démanteler les réseaux de l'ADF dans la région. Vous êtes sur Guel Afrique Média et vous avez raison. Une nouvelle attaque des présumés miliciens de la Codeco a frappé la localité de Toto à 40 km au nord de Bunia, territoire de Djougou à Nitori. L'attaque a fait au moins 4 morts et 3 blessés selon la société civile locale. Reportage. Un deuil en chassa un autre. La localité de Toto, située à 40 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou à Nitori, a été le théâtre d'une nouvelle tragédie samedi 7 juin. De présumés miliciens de la Codeco ont attaqué le village, laissant derrière eux un bilan macabre de 4 morts et 3 blessés, selon des sources de la société civile locale. L'attaque a frappé au moment le plus cruel, alors que la majorité des habitants de Toto étaient rassemblés pour les obsèques de 7 personnes tuées lors d'une précédente attaque de la Codeco 2 jours auparavant. Les assaillants ont ouvert le feu sur le villageois resté sur place. 4 hommes ont été tués sur le coup et 3 autres personnes ont été grièvement blessées. Une balle perdue a même atteint une femme dans la localité voisine d'Enizi, témoignant de la violence aveugle de l'attaque. La peur a envahi la région. Les habitants de Toto, ainsi que ceux des villages voisins de Kwapi, Dedi et Sanga, ont fui en masse, cherchant refuge dans des zones jugées plus sûres, comme Matete, Sei, Balabala et Matumadi. Le traumatisme est profond, et ceux qui avaient fait le déplacement pour le funérail n'ont pas osé regagner leur foyer, craignant le retour des assaillants. Malgré l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des casques bleus de la MONUSCO, la population reste profondément traumatisée par la répétition incessante des attaques. La société civile locale exprime son désarroi face à cette insécurité chronique et lance un appel pressant pour l'installation d'une base militaire permanente de FARDC dans la région. Actuellement, l'état-major de FARDC est basé à Lopa, à environ 6 km de Toto, une distance jugée insuffisante pour garantir la sécurité de population. Parallèlement à l'attaque de Toto, des affrontements entre les milices Codeco et Zaïre ont été signalés à Pico le samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, les FARDC ont également repoussé une attaque de la milice Zaïre à Liko, sans déplorer de victimes. Depuis le début du mois de juin, au moins 20 personnes ont perdu la vie dans les entités coutumières de Bagourou et Mambissa.
malgré les efforts des FARDC et de la MONUSCO. La multiplication des attaques des groupes armés plonge la population locale dans un état de désespoir et d'instabilité grandissante. L'urgence d'une solution durable se fait sentir plus que jamais. 5 pêcheurs congolais arrêtés mi-mai par la force navale ougandaise ont été libérés et remis cette semaine aux autorités congolaises. 82 moteurs hors bord et 87 pirogues saisies lors de l'arrestation ont été également restituées. Cette restitution fait suite à une mission en Ouganda d'une délégation du gouvernement provincial de l'Ituri. Reportage. Après des semaines de tension, 5 pêcheurs congolais arrêtés à la mi-mai par la force navale ougandaise ont été remis aux autorités de la République démocratique du Congo cette semaine. La restitution inclut également un important lot de matériel de pêche comprenant 82 moteurs hors bord et 87 pirogues, un soulagement pour les communautés riveraines du lac Albeira. Une délégation du gouvernement provincial de l'Ituri, accompagnée des représentants des services spécialisés, s'était rendue en Ouganda la semaine dernière pour négocier la libération des pêcheurs et la restitution du matériel. La délégation est rentrée à Bunia vendredi, marquant la fin d'une période d'incertitude pour les familles des pêcheurs. L'incident qui a conduit à ces arrestations remonte au 13 mai. Une équipe congolaise de surveillance du lac en patrouille a essuyé des tirs de la force navale ougandaise. Selon les autorités ougandaises, l'équipe congolaise aurait violé les limites des eaux lacustres. L'incident a coûté la vie à 3 personnes, 2 soldats des forces armées de la RDC et 1 policier. 5 autres personnes avaient été arrêtées et transférées à Toroko en Ouganda. Outre les pêcheurs libérés, les corps des 2 des victimes ont été ramenés à Kasenyi vendredi par la délégation congolaise ainsi qu'un rescapé actuellement soigné en Ouganda. La société civile salue la démarche diplomatique des autorités congolaises qui a permis de résoudre ces différends. Les pêcheurs des localités lacustres des territoires de Mahagi, Djougou et Irumu sont désormais attendus pour identifier et récupérer leur matériel de pêche. Les 2 parties ont convenu de renforcer leur collaboration afin d'harmoniser la réglementation de la pêche entre la RDC et l'Ouganda dans le but d'éviter des futurs incidents et de garantir la sécurité des pêcheurs sur les lacs Albeira. Cette collaboration accrue est perçue comme un pas important vers une gestion plus pacifique et durable des ressources partagées du lac. Le Rwanda ne présidera pas la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. La décision a été prise en raison du soutien présumé de Kigali à la rébellion du M23 AFC, accusée de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Cette présidence tournante devait initialement revenir au Rwanda. Coup de théâtre au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda claque la porte, dénonçant une instrumentalisation de l'organisation par la République démocratique du Congo. La décision est historique. Initialement pressenti pour prendre la présidence tournante de la CEAC, le Rwanda se voit écarté, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui déstabilise l'Est de la RDC. Lors d'un sommet crucial en Guinée équatoriale, le chef d'État de la CEAC ont préféré prolonger le mandat du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema plutôt que de confier la présidence au Rwanda. La CEAC a également appelé Kigali à retirer ses troupes du territoire congolais. La réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Le Rwanda dénonce un dictat de la République démocratique du Congo et annonce son retrait de la CEAC, accusant l'organisation de ne plus respecter ses propres règles. La crise entre le Rwanda et la RDC n'est pas nouvelle. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23, ce que le Rwanda demande. La CEAC a déjà condamné les offensives du M23 et appelé au retrait des troupes rwandaises du Congo. Le retrait du Rwanda de la CEAC ouvre une période d'incertitude. La CEAC, déjà fragilisée par le conflit régional, devra redoubler d'efforts pour maintenir la coopération et la stabilité en Afrique centrale. L'avenir de l'organisation est désormais en jeu. Terminons cette édition du journal au Rwanda où le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a communiqué les raisons qui motivent la décision de Kigali de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale CAC. Les détails précis de ces raisons à suivre dans ces propos recueillis pour vous.
La raison principale, c'est que le sommet de Malabo, le 26e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, était la passation de pouvoir entre la Guinée équatoriale et le Rwanda, parce que c'est un droit pour chaque pays par ordre alphabétique. Donc c'était le Rwanda qui devait succéder à la Guinée équatoriale, mais la RDC s'y est opposée et a demandé à ce que la présidence équato-guinéenne soit étendue d'1 an parce que le Rwanda aurait agressé la RDC. Mais premièrement, de tous les pays, ce n'est pas la RDC d'accuser qui que ce soit, puisque la guerre actuelle à l'est de la RDC, elle est l'œuvre du Congo, du gouvernement congolais, avec son soutien au mouvement génocidaire FDLR, avec l'organisation de milices locales, Wazalendo, l'importation de drones d'attaque et aussi de mercenaires pour se battre à l'est de la RDC, mais également pour attaquer le Rwanda. Ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Plusieurs attaques se sont déroulées sur notre territoire. Vous vous rappelez en 2019 les attaques à Kinigi qui ont fait, je pense, plus de 19 morts si je ne m'abuse. Et puis il y a aussi les attaques en 2022, des tirs sur notre territoire, des tirs sur le district de Lubavu fin janvier de cette année qui ont fait plus de 16 morts et plus de 160 blessés. Et donc, tout ça ne donne pas le droit à la RDC de s'asseoir sur une table et de demander à ce qu'un autre pays soit sanctionné pour ses propres turpitudes. Donc, ça, c'est un problème. Et puis, le deuxième problème, c'est de voir une communauté de 11 États membres se laisser manipuler par un tel État. Il est vrai que la commission de la CESC, spécialement le président de la commission, et aussi s'est laissé manipuler, puisque quand il parle dans un sommet de chefs d'État, dans une réunion à huis clos, on entend parler quasiment un représentant de la RDC. Donc c'est un problème d'une manipulation de toute une communauté pour, disons, répondre au diktat d'un seul pays. Et ça, c'était inacceptable pour le Rwanda. C'est pour ça qu'on a quitté la communauté. Par ici, fait cette édition du journal sur Guel Afrique Média. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Guel Afrique Télévision pour ne rien manquer de nos prochaines publications.